Chers amis, bonjour en ce jeudi de l'Ascension. Comme vous le savez, moi je continue toujours de me renseigner sur tout ce qui peut se passer. Voilà, et en fait, je viens d'écouter un petit podcast de France Inter. Et je me suis dit, je peux pas rester sans vous le partager parce que c'est des choses que je sais déjà, bien sûr. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le gars, ce qui est surprenant, c'est que le gars qui est invité dans ce podcast, en fait, il n'est pas français, mais il est pleinement conscient, en fait, des difficultés qu'on peut avoir, voilà, de la vie qu'on mène, parce que quelque part en France, bah, on a une conscience collective qui s'est installée, c'est qu'il n'y a plus de classe moyenne. C'est-à-dire que qu'on fasse des études ou pas, en fait, on est tous logés à la même enseigne. On traverse les mêmes difficultés, le mal logement, la malnutrition, tout un tas de trucs. Et donc l'idée, c'est de se dire bah, comment on peut sortir de cette conscience collective et comment on peut se relever dignement en fait de tout ça tout en continuant de travailler, puisque aujourd'hui, le travail ne permet pas de vivre. Voilà. Et même quand on a un travail un petit peu meilleur ou un petit peu plus rémunérateur, bah, en fin de compte, le reste à vivre est extrêmement limité pour la plupart d'entre nous. Et voilà, même des professions qui sont, par exemple, des professions intellectuelles très élevées, etc., bah voilà, tout le monde galère. Ça, c'est sûr. Et, euh, et puis concrètement, bah voilà, on a cherché en France à créer une forme d'égalité entre tous. Et aujourd'hui, les inégalités sont toujours plus criantes. Et l'autre jour, je regardais un youtubeur qui parlait de Dubaï et qui mettait en relief en fait tout ce qui se passe là-bas. Donc on est au courant la façon dont le BTP est géré, comment on exploite les êtres humains, etc. Et il expliquait comment certains ressortissants français, donc nos compatriotes en fait, étaient super contents de vivre là-bas parce que il y avait un confort de vie exceptionnel. On pouvait se faire livrer des choses improbables extrêmement facilement. On pouvait trouver une femme de ménage en claquant des doigts, etc. Et le truc, c'est que ce qu'on dit pas, c'est que il y a des castes, il y a des niveaux, et qu'il y a comme des castes sociales, en fait. Et donc, pour obtenir, en fait, tout ça, il faut construire ce confort de vie, quand même, sur la misère, sur l'exploitation humaine, sur les êtres humains. Et sachez que nous-mêmes, hein, que ce soit dans le monde du travail ou ailleurs, bien qu'on ait un peu plus de droits en étant français, bah, je suis désolée, pour moi, on est encore des esclaves. En fait, on est clairement des esclaves parce que, voilà, quand on travaille toute l'année pour donner 70% de ce qu'on gagne, voilà, je ne sais pas, voilà, où est la justice sociale là-dedans. Surtout quand on se crève au travail et puis que les gens, bah, même quand ils prennent leur retraite, ceux qui font les métiers les plus pénibles ne vivent pas forcément très longtemps après leur retraite. Voilà. Et donc, faut comprendre que moi, je viens d'un milieu modeste et je le suis toujours en fait, hein. Pourtant, j'ai fait des études longues, voilà, pour pouvoir faire des travails, des métiers différents ou pouvoir continuer d'apprendre, de progresser intellectuellement et sur le plan pratique. Et, euh, et moi, je me sens comme vous tous en fait, tout à fait. Et ce que va dire ce jeune homme, bah, en fait, c'est très intéressant parce que il comprend très bien en fait ce qui nous touche, mais ce qui touche aussi les Britanniques. Et donc, il faut comprendre qu'on doit se relever, on doit se battre contre ça, mais intelligemment, en normalisant. C'est-à-dire que via la pratique de contrôle et le pilotage, bah, le but, c'est de réussir à s'extraire justement de cette matrice pour renverser les choses, et plus on sera nombreux à structurer notre conscience, et plus on pourra bah, remettre les choses en ordre tout simplement dans notre société, et pour tous ceux qui le feront chacun de leur côté de par le monde entier. Voilà, donc je vais vous laisser écouter ce podcast, voilà, qui est très très instructif, il dure une douzaine de minutes, voilà. France Inter. L'invité du Mageco, c'est une voix très suivie sur les réseaux sociaux, celle d'un ancien trader devenu militant de la lutte contre les inégalités. Bonjour et bienvenue Gary Stevenson. Bonjour. La traduction française de vos mémoires est sortie jeudi en France. Ça s'appelle Confession d'un trader repenti. C'est chez Massot Édition.
Au Royaume-Uni, ça a été un best-seller, mais ailleurs aussi, hein, il y a déjà eu plusieurs pays qui ont vu une traduction de votre livre et ça marche très fort. Oui, oui, Portugal, Espagne, allemand, Netherlands, everywhere, Italy, Pays-Bas aussi, États-Unis, Italie. Australie. Votre compte sur les réseaux sociaux, ça s'appelle Gary's Economics. On mettra les références sur le site d'On n'arrête pas l'écho. Et vos followers se comptent en millions. Combien de personnes exactement vous suivent sur YouTube et Instagram, Gary Stevenson? YouTube, Sur YouTube, on est 1 à million 600 000, Instagram 1 million 100 000, Ça fait vraiment... TikTok 500 000, hein. C'est populaire, non? C'est populaire, en effet, ça fait beaucoup de monde. Que viennent chercher ceux qui vous écoutent, ceux qui vous suivent? Que veulent-ils? To be honest, I think... Eh bien, pour être honnête avec vous, je je pense qu'au Royaume-Uni et partout ailleurs, je suis le seul qui explique pourquoi les conditions de vie baissent de manière pédagogique, simple et compréhensible. Quand je lis l'actualité économique, je ne comprends pas moi-même. Et moi, j'ai 2 diplômes en économie. Je pense que il y a vraiment un besoin de pédagogie autour de l'économie. Pourquoi on ne peut pas acheter un logement? Pourquoi on n'arrive pas à trouver un emploi? Pourquoi on ne peut pas se permettre d'avoir une vie de famille? Et je crois que voilà, je suis la personne qui peut faire de la pédagogie autour de ça. Sur les réseaux, il y a aussi les finfluenceurs, ceux qui donnent des conseils de placement et ils sont aussi très suivis. Est-ce que ça dit que les citoyens ont conscience de la puissance de la finance et qu'ils se disent que pour devenir riche, ben, c'est peut-être le meilleur moyen, la finance, les placements? Listen, so one of the most Ouais, popular alors, videos. une des vidéos les plus populaires sur ma chaîne s'appelle Comment devenir riche, How to get rich. Et ces jours-ci, je crois qu'il y a une manière qui est extrêmement efficace de s'enrichir. Ça marche à tous les coups, pratiquement. Rien d'autre ne fonctionne. You need to have a really rich dad. Il faut avoir un papa très riche. Si vous n'avez pas de papa très riche, réessayez. Donc vous dites on vit dans une société d'héritiers aujourd'hui. C'est comme ça qu'on devient riche, c'est parce qu'on a un papa riche. Yeah, well, I mean, increase it. Look, you know, an average. Oui, de plus en plus, le prix des logements moyens à Londres coûte environ 1 million d'euros. Et le salaire moyen pour un jeune, c'est 30, 40, 50 000 euros. Listen, the only way to buy a house. La seule manière d'acheter un logement à Londres ou à Paris, c'est d'avoir 200 000, 300 000 de ses parents. Et on vit effectivement dans une société d'héritiers. Peu importe ce qu'on fait dans sa vie professionnelle. Quand on regarde la France, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est vrai, hein, on se dit que l'égalité compte énormément. Ici, ça fait partie de la réputation de la France. Mais si vous vivez dans une ville où vous ne pouvez acheter un logement que si vous avez de riches parents, eh bien, qu'est-ce que ça dit sur l'égalité en France? Gary Stevenson, vous avez presque 40 ans et vous l'avez dit, vous êtes un enfant de l'Est londonien. Chez vous, il n'y avait pas de douche jusqu'en 2007 au moins. Et le métro passait devant votre chambre, mais vous étiez un crack des maths et un sacré bluffeur. Et c'est comme ça que vous décrochez un stage à Citibank il y a 20 ans, même si vous n'avez pas le bon CV. Comment vous en arrivez là? Comment vous en arrivez à devenir un trader à Citibank? So yeah, I mean, I grew up in East London. Bon, j'ai grandi à l'est de Londres, je voyais les gratte-ciel de loin, j'étais pauvre, mais on voulait y aller, on voulait atteindre ces gratte-ciel. J'ai eu la chance, j'ai toujours été bon en maths, j'ai gagné certains concours, ça et là, j'ai rencontré certains problèmes à l'âge de 16 ans, on m'a viré de l'école parce que je dealais un peu et j'ai beaucoup travaillé. J'avais pas de bureau, je travaillais par terre, je faisais mes maths sur le sol. J'avais de bonnes notes. Je suis entré à la LSE, la London School of Economics, donc c'est une grande université. C'est vraiment, il y a des millionnaires, des milliardaires qui envoient leurs enfants à la LSE et un jour, quelqu'un dans la bibliothèque m'a dit, voilà, Citibank organise un jeu, le trading game, et si tu remportes ce jeu, tu peux avoir un stage. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier job. Vous atterrissez donc à cet étage du trading de monnaie, vous échangez des devises, vous les achetez, vous les vendez. Vous décrivez votre équipe de traders chez Citibank. Ce sont des hommes très jeunes, le chef a 29 ans à peine, très peu d'empathie, parfois violents, pas de morale, certains ne sont même pas très intelligents, certains consomment trop d'alcool et de cocaïne. Ces hommes-là sont responsables de gains incroyables et de pertes monumentales.
Vous décrivez dans votre livre des ogres, un bateau pirate en route vers un trésor fabuleux. Est-ce que vous vous attendiez à trouver ça? Well, so, no. Non, pas du tout. Bah non. You know, when I went to LSE, I Quand expected it je to suis be entré à totally l'école, different. LSE, je But me actually, disais, it je vais was like rencontrer des the génies, mais en kids, fait, kids, ce sont des enfants de riches qui sont pas si malins que ça. the most, they take their phone, smash Ces their. gars, ils s'emportent, ils cassent leurs écrans, et ils envoient leur téléphone valdinguer à l'autre bout de la pièce. Moi, je m'y attendais vraiment pas à ça. Et moi, ça faisait 3 ans que je traînais dans cette université élitiste, donc je commençais à comprendre que ces domaines d'élite, en fait, sont peuplés d'enfants de riches. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est que quand je suis arrivé dans la salle de marché, voilà, moi j'ai mon parcours, et voilà, j'ai connu dans ma vie des dealers plus malins qu'eux, mais leur personnalité est similaire. Les gars qui ont un parcours précaire, qui deviennent traders, qui deviennent dealers, sont les mêmes qui deviennent ensuite traders. Ils veulent l'argent avant tout. Pour vous, la question existentielle, ça devient comme pour tous vos collègues, le bonus. Vous devenez millionnaire, vous allez toucher des bonus de plus de 2 millions de livres, c'est encore plus en euros. L'argent, Gary Stevenson, ça fait quoi aux hommes et ça vous a fait quoi à vous de devenir si riche? But I Oui, didn't je know voulais what it devenir was. millionnaire, mais moi je savais pas ce que ça voulait dire. C'est un rêve. J'avais des étoiles dans les yeux. Quand j'y réfléchis maintenant, je peux dire que ce que je voulais à l'époque, c'est d'éviter le jugement, sortir de la pauvreté. Je n'avais pas de douche, j'avais une petite chambre avec mon frère, et voulais échapper à cette vie-là. Et j'ai connu le succès par la suite, j'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai déménagé, j'avais un bel appartement, mais moi j'ai rien acheté, j'ai pas acheté de beaux meubles, des vêtements. Vous voyez comment je m'habille aujourd'hui, rien de très cher. Et pour moi, avec pourtant de jeunes comme à Paris, je pensais que avec de l'argent, je n'aurais plus de problème. Mais en vérité, vraiment, je remercie le ciel d'avoir assez pour payer mes factures. Voilà, je peux remplacer mon frigo si besoin. Mais en vérité, j'ai gagné de l'argent en misant sur le fait que les conditions de vie pour les personnes lambda, ma famille, votre famille et d'autres familles au Royaume-Uni, en France et ailleurs, chuteraient. Et c'est comme ça que j'ai gagné de l'argent. Et donc, vraiment, j'ai un lien émotionnel complexe avec la façon dont j'ai gagné de l'argent et ce travail. En effet, c'est comme ça que vous allez craquer. Vous vous rendez compte à un moment donné que vous êtes en train de parier contre la vie réelle, en fait, et que c'est ça qui vous fait gagner de l'argent. Est-ce qu'un jour vous avez dit à vos parents combien vous gagnez? Did I tell them? Est-ce que je leur ai dit? Yeah, Euh, to this day, I have À ce never told them. jour, je ne leur Of ai course, jamais they dit. read the book. Mais ils ont lu le livre, évidemment. I just turned 24. Quand j'avais mon premier bonus, j'ai eu mon premier bonus, c'était à l'âge de 24 ans, je crois, 23 ans, pardon. And it was 395,000 pounds. 395 000 livres. Et mon père travaillait à la Poste pendant 35 ans et il gagnait 25 000 livres par année. So how could I tell my parents? Comment dire à mes parents? Aujourd'hui, vous militez contre les inégalités. Si vous étiez chef de gouvernement, que feriez-vous? If I was in charge of the Si government, j'étais listen, we have a dirigeant, eh bien, on a un système de fiscalité qui impose les personnes lambda, britanniques ou français, à 50%, et pour les milliardaires, à 20-25%, parfois moins. C'est une blague. C'est une blague. I'm a big fan of Gabriel Zucman and the work that he Je does. soutiens Gabriel Zucman, évidemment, il fait un excellent travail. Je pense qu'il a conçu le système fiscal qu'il nous faut, mais ce n'est pas seulement une question de justice. Si on ne répare pas le système fiscal, les familles ordinaires françaises ne pourront pas acheter de logement et avoir une vie de famille. Donc pour vous, la solution, et comme pour Gabriel Zucman, c'est d'imposer plus, de demander plus aux ultra-riches. Il y a eu des mouvements d'ultra-riches, il y a eu Tax Me, Patriotic Millionaires, dont vous faites partie, je crois. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes écoutés, que le rapport de force entre les riches qui veulent être plus taxés et ceux qui ne veulent pas être plus taxés est en train de changer? Est-ce que vous avez espoir?
Listen, so we have Oui, now we have a new government in nous the avons un nouveau UK. gouvernement So britannique, ça fait 2 ans, travailliste, centre-gauche. should be listening. On peut s'imaginer qu'il prêterait une oreille attentive à nos propositions. Mais les centristes au Royaume-Uni et en France n'écoutent pas les gens comme moi, les Zuckman, qui leur disent imposer les riches. Voilà. We have a resurgent far right. Nous avons une montée de l'extrême droite au Royaume-Uni, en France, aux États-Unis, et ils disent aux citoyens, nous savons que les niveaux de vie chutent, nous le constatons, nous comprenons pourquoi, et nous avons une solution simple. Et à mon sens, ce n'est que pur mensonge. Voyez, Donald Trump a-t-il fait augmenter le niveau de vie? C'est exactement la solution que vont employer les extrêmes droites ici en Europe. Si le centre et le centre-gauche ont une solution claire et simple pour expliquer la chute du niveau de vie et comment proposer une solution, on réussira. Mais sinon, ça ne va pas marcher. It's what comes next. Ma peur, ce n'est pas Farage, Trump ou d'autres, c'est ce qui vient après, parce que je vois ce qui se fait ici et je me souviens de ce qui s'est passé il y a plus de 100 ans. Si les responsables politiques ne nous écoutent pas, ils disparaîtront parce que nous devons trouver une solution à la chute des niveaux de vie, parce que on ne peut pas faire augmenter le niveau de vie sans traiter la question des inégalités. Et dernière question, Gary Stevenson. Le monde de la finance, qu'est-ce qu'il faut en faire? Est-ce que vous pensez que le monde se porterait mieux sans finance aujourd'hui? Listen, when I was a Bon, kid, quand j'étais petit, moi je voulais échapper à la pauvreté. Et les responsables politiques ne m'ont pas sorti de la pauvreté, les banques l'ont fait. Lisez mon livre, c'est très clair. Moi, je ne soutiens pas les banques. Vraiment, mes sentiments vis-à-vis d'elles sont très clairs. Mais moi, je ne vais pas vous montrer du doigt les méchants et vous dire, voilà, ce sont les méchants. Cette crise actuelle de la chute du niveau de vie va empirer. Je peux vous le dire. Et vraiment, je mise dessus et je gagne des millions et des millions grâce à ça. Nous sommes sur le Titanic et il coule. Je suis ici pour dire aux Français, voilà, il y a un iceberg là-bas. On peut se dire, voilà, quel est le méchant, qui est le méchant, une fois qu'on est contre l'iceberg. Mais d'abord, il faut trouver une solution à la crise et ensuite, on trouvera des coupables. Gary Stevenson, le livre s'appelle Confession d'un trader repenti. C'est aux éditions Massot. Merci d'avoir accepté l'invitation d'On n'arrête pas l'écho. thank you very much. Et merci à Geoffrey Stuclin pour l'interprétation simultanée. C'est allé très très vite. Bon, voilà, alors j'espère que ça vous a plu. Donc l'idée, c'est pas d'incriminer, de dire ah les riches c'est des méchants, tout ça machin. Bah c'est sûr qu'il y a une inégalité dans le monde entier hein, de la répartition des richesses, c'est évident. Ce qu'il faut comprendre, c'est que bon, nous, enfin, on est dans des pays qui font partie des plus taxés du monde. Il n'y a pas que nous, mais les pays nordiques aussi, etc. Bon, ce qu'on sait, nous, aujourd'hui, c'est que le travail ne paye plus. C'est-à-dire que j'écoutais un autre économiste qui expliquait qu'on avait atteint le même niveau de pauvreté qu'en 1945. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille, on verse énormément d'argent pour les retraites, etc., tout ça, et plein d'autres choses, et puis des milliards qui partent pour aller détruire, faire la guerre et compagnie, au lieu de financer nos services publics, nos écoles, nos hôpitaux, etc., enfin, tout ce qui a de la valeur pour la vie humaine. Et donc l'idée, c'est pas de dire oui, c'est de la faute des riches, ils sont méchants, c'est que oui, il doit y avoir une répartition des richesses et voilà, on sait très bien que depuis l'élection du président de la République qu'on a à l'heure actuelle, les grandes fortunes ont multiplié par 5 ou 6 leur fortune, c'est-à-dire que ça se compte en milliards, c'est qu'on ne peut même pas imaginer ce que ça représente des milliards à l'échelle de... Voilà, l'usage d'un trajet en jet privé, ça représente 0,0008% de peut-être leur, leur fortune totale. Là, pendant qu'on a des gens qui fouillent les poubelles pour pouvoir se nourrir, pendant qu'on a des enfants qui ont tellement faim qu'ils sont obligés de piquer dans les magasins et les agents de sécurité ne disent rien parce qu'ils savent que les gosses ont faim, que la plupart des gens ne font qu'un repas par jour, etc., etc. Donc j'en passe. Le but, c'est pas de s'apitoyer, de rentrer dans cette rengaine de oui, on est tous pauvres, etc. Parce que des impôts, on en paye beaucoup et on en paye tous. Voilà, alors je m'explique. Il existe différentes formes d'impôts.
Donc il y a l'impôt sur le revenu, mais il faut pas occulter les autres. Quand on travaille, on est taxé, moins à hauteur de 50%. Et puis pour certaines professions, quand tout s'ajoute, ben, là on monte beaucoup plus haut en fait. Beaucoup plus haut, hein. Des fois, enfin moi pour ma part, j'ai vu des fois où j'étais taxée jusqu'à 70% ou plus de ce que je gagnais. Voilà. Et donc pour au final se retrouver bah, avec un frigo vide quand même, comme quand j'étais étudiante ou ingénieure, que je faisais des études en même temps et que quand je calculais mon budget, tout était bouffé pour le travail, les cours, et que, bah, il me restait même pas 20 € par semaine pour manger. Voilà, c'était ça la vie, hein, et tout en étant malade, en ayant de gros problèmes de santé, alors que je faisais, à ce moment-là, une profession quand même très qualifiée, mais véritablement, voilà. Et puis par la suite, bah, là, on se bat. Alors l'argent n'est pas une fin en soi, c'est une énergie qui permet de réaliser des projets, mais quand on parle du faible taux de natalité en France, mais clairement, comment on peut demander aux gens de faire des enfants alors qu'on a explosé la structure familiale de base et que les gens bah, ne peuvent plus se loger, quoi, en gros, à part quand ils ont des parents riches et qui touchent le maximum d'aide possible à droite à gauche, etc. Voilà, donc la vie, elle est compliquée pour tout le monde. Mais tout le monde paye des impôts parce qu'à chaque fois que vous allez vous acheter une baguette ou quelque chose, bah, que vous soyez pauvre, très pauvre ou riche, vous payez de l'impôt. Voilà, sur vos paquets de pâtes, sur tout, ça s'appelle la TVA. Voilà, ça c'est la source de revenus la plus importante pour l'État. En revanche, bah, les ultra riches, eux, bah, ils payent moins d'impôts que nous au final parce que ils ont l'intelligence financière, fiscale et juridique nécessaire autour d'eux pour créer des montages très intelligents qui permettent justement de ne pas payer la TVA, de ne presque pas beaucoup payer d'impôts, etc., etc. Voilà. Et c'est pour ça que ça génère des inégalités sociales aussi importantes et que ben, même quand on a la valeur travail, eh ben, cela ne suffit pas. Voilà, il faut soit réussir à déjouer le système, soit il faut réussir, ben, voilà. Et puis si on jette la pierre aux gens, je sais pas, des professions qui ont de bons salaires, sachez qu'on leur rafle tout. Voilà, on leur rafle absolument tout. Et donc, il y a des gens qui ont des professions tout à fait respectables et superbes, qui souffrent, qui des fois ne peuvent pas se payer de vacances, qui voilà, ont tout un tas de difficultés. Donc, en fait, on est complètement logé à la même enseigne, si vous voulez. Mais le truc, c'est que voilà, là, il explique que les choses vont s'empirer pour nous. Oui, effectivement, parce qu'on ne peut plus générer autant de richesses et puis que, bon, bah. Il y a d'autres formes de richesse qui pourront continuer d'être générées, mais que tout ça, c'est une question de conscience collective, encore une fois, et qu'aujourd'hui, bah, nous, ce qu'il faut, c'est qu'on se donne la main, qu'on se batte pour structurer notre conscience, faire un travail de profondeur, pour justement changer ça. Et plus on va changer à l'intérieur de nous, plus ça va changer à l'extérieur de nous. Donc ça, vous l'avez vu dans la vidéo sur est-ce que le monde à l'intérieur de nous est si différent du monde qui est à l'extérieur de nous, mais il n'y a pas que ça. Parce que quand vous travaillez sur vous, vous irradiez sur votre entourage proche. Et votre entourage proche, à son tour, va irradier sur les autres. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on sera suffisamment nombreux pour qu'on opère une bascule et qu'on sorte en fait de cette matrice complètement délirante qui cherche à nous réduire à l'état d'esclavage. Voilà. Et il n'y a que par la pratique du contrôle qu'on va pouvoir y parvenir très clairement et qu'on va pouvoir changer notre société de façon profonde, changer le monde de façon profonde et bah, non seulement résoudre tous nos problèmes, mais aussi aider les autres pays à résoudre leurs problèmes et ainsi de suite. Vous comprenez? Donc ce travail sur l'abondance, ce n'est pas qu'un vœu égoïste. Comprenez? Vous voyez, moi je m'intéresse au trading, mais je m'y intéresse pourquoi? Parce que certes, je prépare le futur. J'aimerais pouvoir avoir un revenu de base qui assure mes besoins primaires en me disant bah, c'est bon, j'ai toujours ce filet de sécurité. Je le fais par curiosité intellectuelle, premièrement, parce que ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail aussi, malgré tout. C'est pas
C'est pas vraiment si passif. Puis c'est surtout qu'avec de petits capitaux, on se fatigue énormément. Voilà, c'est vraiment avec des gros capitaux qu'on peut vivre vraiment sans rien faire, si vous voulez. Voilà. Mais ça, c'est à la portée de tout le monde. Il y a des outils aujourd'hui pour ça. Le seul truc, c'est qu'on n'a pas l'éducation financière. On l'a pas, sauf quand on est né dans une famille qui comprend ces choses-là. Et quand bien même on a fait des études en rapport avec cela, moi j'en ai fait, hein, je vous assure que c'est pas suffisant en fait pour capter le truc, parce que quand on n'est pas né dans ce type de milieu, c'est pas quelque chose qui va être instinctif et naturel. Vous voyez? Donc le but c'est pas en soi de devenir millionnaire ou milliardaire. L'argent, c'est une énergie, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec pour changer notre quotidien, changer le quotidien de nos parents, changer le quotidien de nos enfants, de notre vie, de choisir le travail qu'on aime faire et pas celui qu'on n'aime pas faire, parce que sans amour, il n'y a que de la destruction. Ça, vous l'avez compris, hein, en matière de Grabovoi, il n'y a que l'amour qui crée, qui fait évoluer les choses. Donc, qu'est-ce que vous voulez demain? Forcer vos enfants à faire un métier qu'ils détestent? Moi, je connais plein de gens riches qui font des métiers qu'ils détestent. Ça existe, mais tout comme il existe aussi des gens qui ont des moyens et qui étaient passionnés ou qui sont toujours passionnés par leur métier. Tout dépend. Donc, au final, le but, c'est quoi? C'est que des fois, ben, on fait un certain type d'études pour être sûr de ne jamais être au chômage, pour être sûr d'avoir un salaire qui permette à peu près de vivre. Moi-même, j'ai fait ce type de choix à un moment donné dans ma vie. J'ai fini par faire ce type de choix pragmatique, mais aujourd'hui, là où on va, je sais pas si ça sert véritablement complètement à quelque chose. En revanche, je pense que avant tout, il faut être heureux et il faut faire un métier qu'on aime faire. Il faut avoir le choix de dire non quand on a besoin de dire non. Parce que vous savez, voilà, moi je suis plus attachée à ma dignité qu'au fric, mais en même temps, le fric permet de s'acheter une dignité, j'ai envie de vous dire. Mais moi, vous savez, je connais des personnes qui auraient pu me rendre millionnaire du jour au lendemain avec les musiques que je vous propose là, parce que je connais leur façon de fonctionner, etc. Mais je ne veux pas. Parce que moi, je veux grandir proprement. Et puis que des fois, bah, il y a des personnes, tout simplement, qui m'ont tellement manqué de respect, qui ont tellement porté atteinte à ma dignité qu'il est hors de question qu'elles m'approchent de près ou de loin. Vous voyez? Donc, c'est pas le fric à tout prix. On va pas vendre son âme au diable pour ça. Vous voyez? L'idée, c'est d'avoir assez d'énergie pour pouvoir développer des projets qu'on veut. Et puis on va se dire: «Ah bah, moi un jour», parce que des fois j'achète des actions, des petites actions, parce qu'on peut à partir d'1 €, on peut très bien, commencer à investir dans des actions. 1 € tous les trimestres, 1 € tous les mois, toutes les semaines, peu importe. Puis mon meilleur ami me dit, «Ah, ça va, ta conscience, ça va, tu culpabilises pas trop et tout?» Bah non, je culpabilise pas. Pourquoi? Parce que bon, bah, moi j'ai étudié la finance quand même, et moi ce que je comprends, c'est que sans ces apports de flux financiers, on peut pas créer d'emplois. Donc moi, il y a des jobs que j'ai occupés dans des grands groupes, que j'ai pu occuper grâce aux investisseurs. À mon tour, si j'investis même un petit peu, bah, ça contribue à créer du job aussi. Bah, ça contribue aussi à supprimer les jobs, mais bon, parce qu'il y a un moment, bah, le coût du salaire est extrêmement élevé en France, et que ce sont les charges les plus lourdes qui pèsent sur une entreprise, si vous voulez, voilà. Puis les gens qui entreprennent tout seuls, bah, ils sont pas forcément en capacité de se verser un salaire, même pas un SMIC, hein, enfin, vous voyez, il y a des chefs d'entreprise qui peuvent pas se rémunérer correctement, donc si vous voulez, voilà, maintenant on a un schisme important qui est en train de se créer, c'est qu'on a les ultra, ultra riches, et puis de l'autre côté, on a les pauvres, et tout le monde est pauvre. Voilà. Ça veut dire qu'on soit en profession libérale ou qu'on soit au SMIC, je sais pas dans quelle entreprise, bah en fait, en fin de compte, on est tous pareils. Donc vous voyez, il y a 30 ans, il y a 40 ans, certains de nos parents, enfin en tout cas pas les miens, pouvaient acheter un logement en quelques années. Aujourd'hui, il nous faut le double ou le triple pour réussir à le faire. Voilà, en termes de temps et en termes de finances. Donc quand ils parlent de société d'héritiers, bah, effectivement, c'est le cas.
Moi, je voyageais en BlaBlaCar il y a pas très longtemps avec, quelqu'un qui est à la base du même niveau socio-professionnel, que le mien. Donc on se retrouve, en BlaBlaCar, hein, et ce monsieur a dû, quitter l'Île-de-France pour aller installer sa famille en Normandie. Parce que c'est impossible de se loger. Voilà, c'est impossible de se loger, donc ce cher monsieur est obligé, de prendre le train pour aller travailler tous les jours. Et moi, j'ai fait ça dans ma jeunesse et beaucoup plus tard aussi. J'ai fait beaucoup d'allers-retours en train, pour aller à Paris, pour travailler, pour suivre des formations, enfin bref, beaucoup de routes aussi, beaucoup de sacrifices, beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes, beaucoup de douleurs physiques. Voilà, ça vous connaissez, je vous en ai parlé. Et on ne peut qu'avoir de l'empathie parce que ce monsieur, il a eu le courage d'avoir des enfants, mais que le prix à payer, c'est que, bah, il peut pas se loger, donc il est obligé de se foutre dans une campagne, je ne sais où, en Normandie, que le matin, il est obligé de prendre sa voiture et encore, il a de la chance d'avoir une voiture, vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, même avoir une voiture, c'est de l'ultra luxe. Pour aller à la gare, vous voyez, moi, il y a encore quelques années, la gare, j'y allais en trottinette, hein, voilà, clairement. Et je montais avec ma trottinette dans le train et ainsi de suite. Et donc il se mangeait, 5-6 heures de transport pour aller travailler et c'était déjà le cas pour, le père de ma meilleure amie qui travaille dans une entreprise parisienne, mais il était aussi obligé de loger, sa famille, bah, en province parce que je suppose que déjà à l'époque, trouver un logement pour une famille à Paris, c'était compliqué, mais là, c'est devenu impossible, à moins d'hériter, effectivement. Donc il y a une société qui est en train de se construire là-dessus et il y a déjà eu ce problème au 19e siècle en France qui a créé des sociétés d'héritiers pas possibles, etc. Et puis certains pays où les gens sont juste devenus des rentiers financiers ne faisaient plus rien et le pays s'effondrait de toute façon. Donc sans travail, il n'y a pas de civilisation, faut le comprendre, c'est qu'il faut continuer de travailler. Moi, si demain je gagne à l'euro million ou si je gagne assez, d'argent pour vivre avec le trading, certes, j'aimerais que ça soit utile pour peut-être, avoir, plus de temps à consacrer à ma famille, par exemple, mais je n'arrêterai jamais de travailler. Très clairement, je n'arrêterai jamais. Parce que on peut pas continuer de progresser sur le plan pratique, intellectuel et physique si on ne fait plus rien. En fait, l'être humain, il n'est pas fait pour ça. Voilà, tout simplement. Donc ma valeur travail, pour moi, c'est d'abord acquérir un capital intellectuel, pratique, etc. Et parce que ça se voit très vite quand on n'a pas travaillé depuis 5, 10 ans ou 15 ans, ça se voit très très vite, hein, même en entreprise, enfin, c'est terrible. On s'encroute, voilà, c'est pas du tout un truc acceptable à faire, faut toujours trouver quelque chose à faire, quoi qu'il arrive. Maintenant, c'est pareil, il y a 2 France aussi. Il y a, la France qui travaille très dur, qui se lève très tôt, pour, finalement ne pas pouvoir vivre, dignement de son travail et être matraqué de partout. Puis parfois, pour d'autres, ça va être beaucoup plus facile, mais comment trouver l'équilibre entre, se tuer au travail, tomber malade, avoir, certaines difficultés et bah, ne rien faire du tout, puis complètement régresser? Parce que, même Grabovoi, il le dit, il dit que les gens meurent après la retraite parce qu'ils se mettent à dégénérer, tout simplement parce que, bah, ils ne font plus rien, ils ne se projettent plus et c'est ce qui me maintient en vie, c'est de continuer de faire des choses, voilà. Moi, je côtoie, par le biais de mes activités artistiques, quand même des gens, très éduqués et qui ont l'âge d'être plus que mes parents, je dirais même, parfois, qui sont toujours actifs. Ils sont dans des milieux associatifs, ils créent, ils s'occupent de leurs petits-enfants, souvent ils sont suffisamment en forme pour pouvoir le faire. Maintenant, c'est sûr qu'ils faisaient pas des professions dures comme celles de mes parents, hein, qui eux sont pas en bonne santé clairement. Pour pouvoir vraiment profiter et puis pour pouvoir profiter de sa retraite, faut-il aussi, voilà, avoir, des moyens, suffisants bien évidemment, mais ça, c'est des choses qui peuvent se préparer, qui peuvent s'anticiper. Bon, voilà, il y a des gens pour qui, bah, quand on a, une vie, désordonnée, sur le plan financier, bah, c'est sûr que ça n'aide pas. Quand on a eu l'opportunité de mettre de côté, ben, on l'a pas fait. Bon, ça, c'est une chose, mais là, aujourd'hui, les actifs, en tout cas de ma génération, c'est soit on ne travaille pas du tout, soit on travaille, mais on ne peut pas vivre, de son travail, pas tout à fait, même quand on fait des grandes écoles et cetera, bah, en fait, ça reste, complètement limite, quoi et si on ne vient pas de familles aisées qui peuvent aider, bah, forcément,
on tourne en rond. Bon, alors là, ce que je vous invite à faire, c'est que ça, c'est un état des lieux qui est pas terrible, mais on peut sortir de cette conscience collective, on peut déjouer, ces règles, qui sont une forme de norme collective à l'heure actuelle. Mais on peut la dépasser cette norme et chacun d'entre nous, on va être capable de déjouer ça et de faire mieux. Voilà. Mais sans, faire du tort aux autres, vous comprenez? Sans faire du tort aux autres. Puis nous, c'est sûr qu'économiquement, on va pas bien. Toute notre industrie, elle a foutu le camp, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a des opportunités. On peut investir dans des entreprises dans le monde entier en étant toujours au même endroit. On peut partir vivre ailleurs. On peut décider de travailler dans un endroit et pas un autre. Bon, il y a certaines professions qui sont vraiment, vraiment liées à la région parisienne, par exemple, donc c'est vraiment compliqué de faire autrement. Mais disons que le but aussi, lorsqu'on pilote, bah, c'est de déclencher, bah, des événements ou des opportunités et des déménagements, des choses qui vont juste nous amener sur le chemin de vie sur lequel on est censé être, en fait, tout simplement à l'instant T, pour quelques années ou pour 10 ans ou pour 15 ans, peu importe. Mais l'essentiel, c'est que chaque endroit où on va aller va être une opportunité d'évolution et que peut-être que demain, à force de pratiquer les pilotages, vous allez simplement peut-être même changer de travail, en fait. Vous pouvez pas le savoir. Moi, j'étais à 1 million d'années d'imaginer, il y a à peine 1 an, que j'allais, complètement, m'occuper des musiques, 7 sur 7, 18 heures par jour, franchement, je j'étais pas dans cet état d'esprit-là. J'étais dans l'état d'esprit de reprendre, un poste, en rapport avec mon métier traditionnel, puis continuer, d'être l'esclave, en fait, de ce système capitaliste, ce même système qui a broyé ma santé, ce même système qui a broyé la santé des autres et ainsi de suite, jusqu'à comprendre avec violence, en fait, pourquoi, en fait, c'était peut-être pas le bon chemin de vouloir, rester un toutou salarié, qui obéit coûte que coûte, qui obéit à des injonctions paradoxales, qui fait des trucs, voilà, qui ont du sens et puis qui parfois n'en ont pas. Enfin, peu importe. Ce qui compte, c'est que ce qu'on fasse, ça ait du sens, c'est ce qu'on aime faire, ce qu'on a à faire, et puis qu'on se respecte aussi. Voilà, qu'on se respecte, ça c'est le plus important. Puis, bah, c'est sûr qu'avec les pilotages, certains pilotages en lien avec le développement personnel, comme la confiance en soi, l'amour de soi, le chemin de vie, toutes ces choses-là, mais moi, j'ai vu, particulièrement sur le plan des femmes, une évolution spectaculaire en termes de respect de soi, clairement. Ouais, des personnes qui se sont mises à s'accorder une valeur, mais juste la valeur qu'elles avaient déjà, mais qu'elles ignoraient en fait. Parce que notre éducation nous a poussés à nous dévaloriser constamment. Et donc moi, je les encourage à poursuivre sur ce chemin. Parce qu'il est hors de question que l'on puisse continuer d'être dominé et de se laisser dominer. Ce n'est pas possible. Alors retroussez vos manches, écoutez les pilotages sonores pour l'abondance, pour le développement de vos compétences, le développement de vos compétences intellectuelles, artistiques, tout ce que vous voulez, mais ne restez pas comme ça. Et sortons de cette conscience collective. Et j'espère que nous serons vraiment les premiers à y parvenir, parce que c'est une révolution mondiale là, qui se joue. Voilà. Je vous souhaite un excellent jeudi de l'ascension, parce que justement, il est temps d'ascensionner, et c'est justement ce à quoi servent tous ces outils que propose Grabovoi et que je vous propose à travers les pilotages sonores. Je vous embrasse fort, à très bientôt.